parole maintenant est Alexandra Gottlieb, conservatrice de bibliothèque et qui est responsable du service patrimoine et numérisation de la bibliothèque CUJAS. Merci Alexandra. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais commencer également par remercier tout d'abord Xavier Prévost, parce que c'est lui qui est venu nous proposer ce projet il y a bientôt 3 ans à la bibliothèque. Donc merci beaucoup de nous avoir associés à cet ensemble d'événements. Remercier également le Collège de France et Dario Mantovani pour ce très beau partenariat. Remercier la direction de la bibliothèque, CUJAS, Noël Ballet, qui a accepté le projet à l'époque, Grégory Kolkanap aujourd'hui, qui m'ont fait confiance aussi pour mener à bien ces projets. Et puis, évidemment, toute l'équipe qui a participé, donc je vais vous présenter, je vais vous parler des expositions que nous avons réalisées à la bibliothèque CUJAS. Donc, l'exposition en ligne, l'exposition physique, ce sera ce soir. Et donc, pour la création de ces expositions, un soutien du service informatique, Brooklyn Mini, Gwenaël Collet, mais surtout le service patrimoine, notamment pour l'exposition en ligne, Pauline Bigiarini, Julie Asselet et Sandrine Nimandry, voilà, qui ont fait un énorme travail. Alors, l'idée de cette présentation est une sorte de vernissage de l'exposition en ligne. Je vais vous inviter, je vais parcourir avec vous cette exposition avec une petite introduction sur comment nous avons travaillé pour mieux comprendre ce que vous allez trouver comme contenu et comme construction. Alors, ce n'est pas la première exposition en ligne que nous réalisons à la bibliothèque CUJAS. Pour chacune de ces expositions, au départ, il est indispensable d'avoir un fort partenariat entre chercheurs et bibliothécaires. Nous ne sommes pas historiens du droit, et donc nous avons besoin des chercheurs et des historiens. Et l'idée pour nous est vraiment de les aider à réaliser leurs projets du mieux possible, et voilà, on espère que c'est le cas cette fois-ci. Donc, la fondation, en fait, pour chaque exposition en ligne, cette exposition, comme les autres, repose sur ce que nous communiquent les chercheurs, notamment ces fameux articles qui sont rédigés. Alors, il y en a une douzaine dans l'exposition Jacques CUJAS. La plupart des contributeurs sont également présents à ce colloque. Ils feront une intervention sous une autre forme, complémentaire. Les articles, vous les trouverez au centre de l'exposition, donc directement accessibles depuis le menu principal. Je sais pas si un exemple, voilà, l'idée de ces articles est qu'ils ne sont pas l'équivalent d'un article de revue scientifique, mais qu'ils aient suffisamment d'ampleur pour avoir un vrai contenu, malgré tout, scientifique. Ils s'adressent, on a parlé de vulgarisation haut de gamme. Nous, notre travail, quand nous recevons ces articles, c'est de compléter avec des recherches documentaires. Une part très importante de recherche documentaire, en commençant par essayer de retrouver tous les documents cités ou mentionnés par les auteurs dans les articles, tous les documents sous-entendus par les auteurs dans leurs articles. S'il y a des événements qui sont évoqués, on essaye d'en retrouver la trace dans les archives, dans la presse. Et ensuite, on fait un point avec les co-réalisateurs, les commissaires scientifiques, pour voir si par rapport à l'argumentaire qui a été défini, ce qui se dégage à la fois du contenu des articles et de la documentation trouvée, pour voir s'il nous manque
de la documentation sur certains points pour pouvoir exposer correctement les idées. Et c'est toujours le cas. Donc, dans ce cas-là, à ce moment-là, on complète, on fait d'autres recherches. Pour vous donner un exemple très concret, dans la fabrique locale et internationale, le professeur Cairns, dans son article, évoquait de la jurisprudence écossaise qui mentionnait Cujas jusqu'au début et jusqu'à la fin du XIXe siècle et même 2 occurrences au XXe siècle. Alors, dans un premier temps, comme je l'ai dit, nous avons fait le travail de retrouver ces jurisprudences pour pouvoir les présenter ou pas, en tout cas les avoir sous la main pour pouvoir sélectionner les documents à mettre dans l'exposition. Et il nous a paru intéressant, en faisant ces recherches, d'élargir à la jurisprudence étrangère au-delà de l'Écosse et de l'Angleterre qui était évoquée dans l'article. Donc vous trouverez aussi dans l'exposition des exemples de la Louisiane, du Québec et du Canada. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors le résultat de l'ensemble de ces recherches, ce sont donc, en complément des articles, un certain nombre de galeries qui correspondent plus ou moins aux 4 grandes parties évoquées par Xavier Prévost en introduction. La fabrique historiographique correspondrait à l'école et au palais, la fabrique locale au local, littérature et culture populaire pour la fabrique patrimoniale et également les arts visuels. Nous avons ajouté, parce qu'il nous semblait intéressant, un catalogue des œuvres de Cujas. Donc, comme il a été dit par Xavier Prévost, l'idée n'est pas de mettre tous les documents que nous avons trouvés. L'idée est vraiment de construire un parcours par rapport à la question de la fabrique du grand juriste. Donc on a adapté à chaque galerie le propos. Dans l'école, vous allez avoir une construction chronologique avec la construction de la figure du grand juriste d'abord par les disciples, par ses adversaires. Donc là, on est du vivant de Jacques Cujas. Ensuite, sous l'Ancien Régime, quelle est l'évolution de la figure de Cujas, de l'utilisation de Cujas au XVIIe et XVIIIe siècle, à la fois en France, mais aussi, donc là on a en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin, Provinces-Unies et en Angleterre. Ensuite, le XIXe siècle, avec l'effacement de Cujas dans toute une partie de la littérature juridique, mais sa présence qui est maintenue à travers les travaux de l'école historique. Et puis, au XXe siècle, un mouvement de patrimonialisation de la figure de Cujas. Et au XXIe siècle, enfin, un renouveau des études sur l'humanisme juridique qui font revenir la figure de Cujas à l'école. Voilà. Ensuite, donc, le palais. Là, on a fait autrement que chronologiquement. Il nous a semblé plus pertinent d'exposer par type de figure. Donc, la figure d'autorité. Quand Cujas est cité, son nom valant preuve absolue et argument absolu. La figure de l'érudit, qui est inutile, voire dangereuse pour les praticiens. Et donc là, vous avez à chaque fois, au fil du temps, du XVIIe au XXe siècle en général. Ensuite, donc, la figure de l'auteur ressource, qui se distingue de la figure d'autorité parce que l'œuvre de Cujas est réellement utilisée dans l'argumentaire des praticiens. Et
Enfin, la figure tutélaire, on rejoint la figure de patrimonialisation qu'on retrouve en fait en partie dans chaque thème. Et donc là, voilà. Je passe rapidement, mais si vous pourrez consulter l'exposition. Le local, donc là on revient à une construction chronologique avec du vivant. Donc comment la figure s'installe ou non, qu'est-ce qu'elle représente de son vivant pour les villes où il enseigne. Pendant l'Ancien Régime, comment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comment en fait il est presque oublié, à part à Toulouse et un petit peu à Bourges. Et le réveil au XIXe siècle, avec le réveil plus généralement de l'histoire locale. Et donc là, on a divisé le réveil pour les historiens justement locaux, pour les villes, comment les villes s'emparent de la figure de Cujas, comment les praticiens s'emparent, mais donc au niveau local, de la figure de Cujas, et le cas toulousain, que nous avons mis à part, et enfin le réveil au XXe, au XXe, XXIe siècle, une forme de patrimonialisation, mais de réappropriation de l'héritage de la figure de Cujas, en tout cas par les universités locales. Littérature et culture populaire, on revient sur une construction par type de figure, par type de texte, oui, plus par type de figure, avec le grand juriste. On commence. Comment il est construit, donc pareil, au fil du temps, avec différents types d'écrits, des écrits biographiques, des écrits littéraires. Ensuite, ce qui était déjà une partie de ces biographies, mais qui devient un type d'écrit en soi dans les siècles suivants, tout ce qui a trait aux légendes urbaines liées à Cujas, mais qui sont une part importante des écrits qu'on retrouve du XVIIe siècle au XIXe siècle autour de la figure de Cujas, le fait que sa sueur sentait très bon, qu'il avait l'habitude de travailler à plat ventre, et puis un très grand nombre, trop peut-être, enfin pas peut-être, trop grand nombre d'écrits sur la figure de Suzanne Cujas, sa fille, qui aurait été dévergondée, et avec toute la notion, enfin, sur l'expression commenter les œuvres de Cujas, qui est très présente notamment au XIXe siècle. Et enfin, oui, l'utilisation de Cujas qui évoquait Xavier Prévost tout à l'heure, où en fait Cujas est utilisé pour signifier un juriste et pour parfois caricaturer le monde du droit dans son ensemble. Et puis enfin, donc littérature et culture populaire, la figure du grand homme au-delà du grand juriste, notamment avec ce qui a été une surprise pour nous, l'utilisation de Cujas dans la littérature pédagogique au XIXe siècle. Il y a tout un paragraphe assez important dans le Tour de France par deux enfants, par exemple, qui revient sur la figure de Cujas et qui, au passage, en profite pour expliquer l'utilité du droit et à quoi ça sert. Voilà. Et puis, vous avez une dernière. Voilà. Les arts visuels, une galerie de portraits, donc gravure, peinture, sculpture. Ça nous a paru évident assez vite qu'il fallait qu'on fasse cette galerie de portraits, notamment parce qu'en fait, ils se ressemblent rarement. Si vous regardez l'ensemble des portraits, il a des... Voilà.
intéressant de voir alors l'évolution, mais qui n'est pas une évolution chronologique. On a presque l'impression que chaque artiste réinvente le personnage. Et puis donc, ce dont je parlais, un catalogue des œuvres, alors qui n'est pas exhaustif. L'introduction l'expliquera. Voilà. Merci beaucoup, avec toute la modestie qui vous caractérise et qui caractérise un travail très bien fait. Vous nous avez montré comment ce colloque est doublé d'un volet pas seulement virtuel, il n'y a pas seulement, disons, disons, une théorisation, une thématisation de ce que nous allons étudier, discuter pendant ces 2 journées, mais il y a là aussi un instrument déjà de travail, c'est-à-dire il y a beaucoup de documents qui pourront par la suite alimenter cette réflexion, et je pense aussi, mais je ne veux pas aller plus loin que mes compétences me le permettent, il y a là aussi une façon de donner un accès aux ressources justement de la bibliothèque par un biais qui n'est pas seulement celui du catalogue ou des connaissances du chercheur, mais c'est une sorte d'interface qui permet un accès plus détaillé et, je pense, très fructueux. Donc, nous vous sommes reconnaissants, pas seulement dans les cadres de cette initiative, mais plus largement, parce que c'est un instrument de travail très important. Donc, merci beaucoup, et je tiens encore une fois à remercier mes 2 collègues de m'avoir associé à cette initiative qui va commencer de façon plus spécifique avec l'exposé de notre collègue Corinne Leveleux-Texeira, professeure d'histoire du droit à l'Université d'Orléans, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, qui aborde le sujet général, la notion qui est à la base de ce colloque, c'est-à-dire la notion de grand juriste. Merci.